Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. J'espère que vous allez bien. On est particulièrement actifs ces derniers temps parce que, bah oui, ce numéro, il était prévu depuis un petit moment et magie de la télé, magie du direct. Je pense que le club a sans doute vu qu'il y avait un numéro. Donc, eh bien, il y aura des officialisations à l'heure où on enregistre ce numéro, mercredi 5 juin au soir. Puisque oui, l'OGC Nice tient son nouveau directeur sportif et oui, l'OGC Nice tient son nouvel entraîneur. On avait déjà fait un numéro avec Laurent Mazur pour Franck Hez. Je vous invite à aller le checker. Un entretien tout simplement d'une heure assez intéressant, voire très intéressant que nous avait offert Laurent. Ce soir, on se base sur l'homme fort aussi du projet sportif de l'OGC Nice. Nouvel homme fort, bien connu, on va dire, des terrains de Ligue 1 en tant que joueur, mais également en tant que dirigeant, Florian Maurice. Et j'en profite déjà pour saluer Bertigno et Guigui Chef qui sont sur le chat Twitch pour vous dire que demain après-midi, c'est une folie, vraiment, ça tombe hyper bien. On va présenter en images le fameux thread Mercato présenté en exclu mondial sur Twitch avec l'ami Bertino06 que vous voyez dans le chat. Voilà, l'instant communication, publicité est passé. Je présente les collègues du soir que vous connaissez bien. Peut-être plus Clément qui a fait quelques apparitions dans le club Pantio, mais Mathis est venu aussi. Clément, comment vas-tu, supporter et suiveur lyonnais qui un peu renaît de ses cendres après cette deuxième partie de saison assez exceptionnelle. Bonsoir Clément, comment ça va? Eh ben écoute, ça va super bien. Très très heureux d'être là. Donc ouais, c'est devenu un rendez-vous maintenant de passer une tête au club Pancho. Donc très heureux de pouvoir parler de Nice et de Florent Maurice. Effectivement, on est là pour ça. Et puis donc, je l'ai dit, Mathis du média Radio Roison, média Rennais plutôt, qui est également de retour. Salut Mathis, comment ça va? Salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va, hein. J'étais en période de vacances. Là, je pense avoir fini définitivement la saison. Mais bon, une petite dernière mission là, avant de se projeter définitivement sur la saison qui arrive pour pouvoir être fort en Maurice. Avec, moi, à Minisois, on aura l'occasion d'en parler. Moi, je trouve que vous avez fait un bon coup globalement. Donc voilà, on va détailler sur cet homme fort du club et en espérant être le plus précis possible pour vous. Eh ben, c'est très gentil en tout cas. Merci pour votre disponibilité. Et je sais que Mathis, toi, tu es actuellement en Roumanie pour un tour d'Europe. Donc, clairement, on est dans des circonstances Ouais. voilà, particulières. Ah ouais, Mais, là, euh, c'est montage mais, avec les moyens du bord. mais voilà, on va faire ce numéro le mieux possible, comme d'habitude. Alors, déjà, avant de parler de l'actualité, messieurs, moi j'aime bien avoir votre ressenti un peu extérieur sur, on va dire, le club Nice, votre regard un peu sur les derniers mouvements qu'il y a eu. Francesco Farioli est parti après une saison. Florent Ghisolfi est parti également après 18 mois passés à la tête du projet sportif de l'OGC Nice. Encore du mouvement, encore de l'instabilité. Là, bon, c'est un regard très niçois. Mais vous, de l'extérieur, peut-être commencer par Clément, quel est ton regard un peu sur on va dire, le club Nice et puis aussi ces changements assez fréquents. Je veux dire, depuis toi que tu es venu dans l'émission, t'as dû connaître Favre, tu as dû connaître Digard, tu as dû Oui. connaître Farioli. Ça doit être quand même particulier vu de l'extérieur. Ouais, c'est particulier vu de l'extérieur. Après, nous, je suis lyonnais, donc l'instabilité, ça me connaît. Surtout ces derniers mois, on a quand même connu trois coachs cette saison, ce qui est pas votre cas. Non, c'est vrai que Nice, moi je me rappelle d'être venu, comme tu l'as dit, à l'époque d'Igard, où on se disait est-ce qu'on peut construire sur d'Igard? Est-ce que vraiment l'année prochaine il peut potentiellement faire quelque chose? Je suis venu quelques semaines après pour débriefer un 0-0 absolument ignoble, où on se disait Farioli, c'est le début, c'est prometteur, ça peut le faire. Et à ce moment-là, il y avait déjà la question de est-ce qu'on peut construire sur Gisolfi? Et au final, patatras, quelques mois plus tard, je me rappelle qu'on questionnait déjà à ce moment-là le positionnement d'Ineos. Ineos qui maintenant dirige le sportif de Manchester United. Donc il y a c'est vrai difficile, vraiment difficile de lire en fait le projet niçois. Alors même si Ineos est pas autant présent que par le passé du fait de son activité à United, je pense que la nomination et l'arrivée de ce nouveau duo Maurice-Hez devrait, je l'espère pour vous, permettre de vraiment amener de la stabilité. C'est deux personnes qui sont connues pour travailler longtemps dans leur club, pour être
des personnes qui n'ont pas l'habitude de partir rapidement après être arrivées. Donc j'espère que de ce point de vue-là, ça pourra permettre à Nice de se structurer. Nice qui est européen, ça aide toujours pour lancer un nouveau projet avec une fin de saison qui a été pas aussi magnifique que ce qu'elle aurait dû être, à mon avis, mais qui permet quand même de finir en Europa League et solide cinquième. Mathis, toi, ton ressenti un peu voilà, de l'extérieur. Alors, bon, Rennes n'a pas eu, on va dire, une saison extrêmement évidente avec un changement d'entraîneur en cours de saison et puis une restructuration aussi Mm. que vous êtes en train de, Ouais, de, de- à de venir, ouais. vivre. Donc, quel est ton ressenti, toi, un peu voilà, sur le projet niçois ces derniers mois, voire ces dernières années? Bah, c'est vrai que j'étais en train d'y penser, comme Clément l'a très bien fait. En fait, Nice a connu du coup 5 entraîneurs en 2 saisons, en fait, puisqu'il y a eu Favre, juste avant Favre, excusez-moi, j'ai plus le nom du précédent. Donc Favre, Merci. Digard, Farioli, et donc là on va avoir Ed plus celui d'avant Favre. Vous n'avez pas C'est cité énorme. Christophe Galtier, je vous en remercie. Mais il a été. Christophe Galtier, voilà. Ça, c'est vrai. Ça a été En évident. plus, en plus de ça, on avait vraiment pris le gars. Je me suis dit, bah, c'était Moi, une ça me CA va. Ouais, en moi fait, aussi. c'est Moi, ça normal. me va. Je l'ai oublié aussi. C'est Hein, mais... normal. Non mais blague à part, ouais, c'est quand même énorme. Je sais pas si en Ligue 1, peut-être à part le FC Nantes, et je suis même pas sûr, on est une équivalence. C'est vrai que Nice paraît de ce point de vue-là instable maintenant sur les arrivées. Moi, je trouve que c'est positif. Ce sont deux joueurs qui connaissent plutôt bien, même très bien la Ligue 1. Un Florian Maurice qui y est implanté depuis maintenant une quinzaine d'années. Et puis un Franck Hez qui évidemment est passé chez nous au centre de formation, qui voilà, est un très bon formateur et puis qui à Lens a réussi à inscrire le club dans une posture d'équipe capable de jouer l'Europe. Donc moi je trouve que c'est deux arrivées très positives pour le club. Et Clément a aussi souligné autre chose d'important, mais que vous aussi vous devez vous demander, c'est un petit peu Ineos. En fait, c'est quels moyens vont avoir ces deux hommes avec Ineos. Voilà, c'est un petit peu l'interrogation. Est-ce que ça va être 100% Manchester ou alors peut-être à un moment, enfin un peu plus d'argent quand même côté niçois. Donc c'est la question en fait. Et là, j'ai pas de visibilité du tout. Quoi. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. Je sais pas si vous êtes rassuré ou pas, mais ça va dépendre beaucoup de ça. Leur réussite va dépendre de ça quand même. Bah, ça tombe bien parce que nous aussi on n'a pas de visibilité. Ouais. Euh, moi je présume, bon après c'est juste une intuition, qu'il va y avoir un mercato qui va être semblable à l'été dernier. Là ça va être aussi normalement le mercato des départs et des gros départs, normalement avec JC Dodibo et Kefren Turam. Donc bon. On en reparlera peut-être un peu plus tard lorsque on aura peut-être une feuille de route, nous, en tant que suiveurs, peut-être un peu plus claire. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est un peu ce qui ressort dans les discussions, c'est on va dire le manque de visibilité sur le positionnement d'Ineos. Mais c'est vrai que ce choix-là d'installer ces deux hommes, ça montre quand même une volonté de stabilité. C'est Je Jean-Pierre suis River d'accord. qui en parle. Hein. Ça manque cruellement de stabilité depuis le rachat d'Ineos à l'été 2019. Donc là, on part, je pense, pour normalement, en théorie, 3 ans. Ouais, c'est ce qu'il faut, 3 bonnes années, un cycle. Je Ouais. pense, ou du Bah, moins au moins je 2 ans. pense aussi. Je 3. trouve 2 ans, aussi ce qu'il serait y trop a, juste. il y a aussi des choses qui sont, entre guillemets, je trouve rassurantes, dans le sens où, que ce soit Franck Hez ou Florent Maurice, ils sont reconnus, en tout cas en France, pour leur qualité, dans leur rôle respectif. Et cet été, on a quand même une Ligue 1 avec énormément de changements parmi les clubs européens ou presque européens. C'est-à-dire que à travers plein de projets différents qui voient des changements de directeur sportif ou des changements de coach, Hez et Maurice choisissent d'aller à Nice, là où ils auraient pu partir tous les deux, ou bon, ça aurait fait qu'ils restent, mais aller à Lens, qui se reconstruit avec un nouveau directeur technique. Il y a aussi Reims, qui est en train de se remodeler avec un nouvel entraîneur, le départ de Will Steele. Bon, là, c'est pas européen, mais c'est un club ambitieux. Il y a Lille également, qui est en pleine restructuration. Marseille, qui vient à nouveau de changer de coach. Donc, il y avait plein de différents postes, entre guillemets, prestigieux et de projets qui pouvaient, au moins sur le papier, être intéressants, qui étaient libres. Et de voir les deux arriver à Nice et arriver à Nice très rapidement, très tôt, et pas en fin d'été en mode bah, j'ai pas d'autre choix que de venir là et je viens par défaut, c'est aussi rassurant, je trouve. Et puis ça montre aussi, je pense, le changement comment dire, de trajectoire aussi des carrières d'entraîneurs. On a l'impression maintenant que c'est un peu comme des joueurs qui se font, on va dire, débaucher un peu plus facilement et qui font valoir aussi leurs atouts et qui a peut-être un peu moins de stabilité. Ce serait intéressant d'avoir peut-être un appui statistique sur ça, mais en tout cas, une chose est sûre, il y a besoin de stabilité pour construire des résultats et c'est vrai que le gym en manque cruellement. Euh, bon, le ressenti,
il est plutôt optimiste pour la suite, hein. Je vous remercie, messieurs. Et on va rappeler un peu le contexte autour de ça. Bon, ça faisait quand même quelques jours qu'on en parlait, hein, voilà, de cette rumeur Florian Maurice. Et là, paf, un article de Nice Matin qui est sorti il y a tout juste une heure qui disait que eh bien, les deux hommes vont être officialisés demain. Le contrat, bon, autant Franck Hez, apparemment ça parle de 2 années plus une en option, voilà. C'est le contrat basique de tout entraîneur qui arrive dans une nouvelle équipe. De plus, Voilà. hein, c'est Et bon, Florian Maurice, on n'en sait trop rien. Le parcours de dirigeant, c'est très important. Bon, il y a eu sa carrière de joueur. Je vous laisserai checker sa page Transfermarkt si ça vous intéresse. Il était recruteur de 2009 à 2014 au sein de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, directeur du recrutement entre 2014 et 2020. Puis, et ce depuis peu de temps, directeur technique du Stade Rennais depuis l'été 2020. Euh, Si je vous parle de Florian Maurice, on va commencer peut-être chronologiquement à Lyon, hein, Clément. Alors, il y aura sans doute des similitudes, peut-être que les invités du soir se répéteront, mais quelque part, c'était, je pense, important d'avoir aussi deux ressentis, peut-être un peu plus récents avec Rennes et un peu plus anciens et des contextes assez différents. Mais ce qui est, je pense, intéressant, c'est de voir que autant Lyon, Rennes que Nice, ça reste quand même des clubs ambitieux qui, normalement, ambitionnent chaque année de viser l'Europe, hein. Tu nous excuseras, Mathis, mais c'est vrai que bon, cette année, c'est pas vous, mais l'année dernière, c'était pas nous non plus, tu vois. Donc, Voilà, mais ça tourne, voilà, c'est ça ça. tourne, ça tourne. Clément, si je te parle de Florent Maurice à Lyon, spontanément, qu'est-ce qui te vient en tête? un amoureux du club, c'est la première chose à dire. Il est né à Saint-Foy-les-Lyons, donc très très proche dans la région lyonnaise. Il commence sa carrière, il est formé à l'OL. Premier match en pro en 92 de mémoire. Dans ces années-là, il a été un joueur un buteur dans les années 90. Alors, il a eu des erreurs de parcours. Il est parti à Paris, il est parti à Marseille. Mais oui, lyonnais depuis toujours. Sa femme habite encore à Lyon. C'est quelqu'un qui aurait pu revenir à l'OL dans les toutes dernières années de sa carrière, 2002-2003. Il aurait pu revenir à Lyon et terminer sa carrière à Lyon. Finalement, il l'a pas fait. Il a terminé à Châteauroux, je crois, de mémoire. Et en fait, très rapidement, c'était quelqu'un qui était un féru de football, qui regardait énormément de matchs. Et il est très, très vite devenu commentateur, consultant. À l'époque, c'était pour Foot Plus à partir de 2005 et la fin de sa carrière. Et en fait, il cumulait Foot Plus et OLTV. Donc, il était initialement commentateur pour OLTV. Donc, pas du tout dans le domaine du scouting ou de la direction footballistique. Il gérait rien du tout au sein du club. Et en fait, ouais, c'est par rapport à sa qualité d'analyse, à son expertise footballistique, que très rapidement, Rémi Garde, à l'époque, avant d'être entraîneur, il a été directeur du centre, mais avant, il était directeur du recrutement. S'est dit, ouais, 2009, je vais lui proposer de devenir simple recruteur à l'époque pour l'Olympique Lyonnais. Donc, il a commencé comme recruteur. Et c'est en 2014, du coup, après 5 ans au recrutement, donc en simple scout, qui prend la direction de la cellule de recrutement. Il n'aura fait que ça à Lyon, il n'aura que été directeur de la cellule, il n'a jamais été directeur sportif jusqu'en 2020. 2020 où il vit une année très compliquée, puisque 2019, c'est l'arrivée de Juninho. Juninho qui arrive comme directeur sportif. Et à ce moment-là, on commence à voir des petites dissensions entre les deux, parce que la vérité, c'est que Florent Maurice était déjà le directeur sportif officieux de l'OL, il n'était pas sur le papier. Mais c'était lui qui chargeait un petit peu de faire le semblant de politique sportive du club, en accord avec Bruno Genesio, puisqu'à l'époque, l'OL n'était pas du tout structuré comme aujourd'hui. L'OL fonctionnait sur un quatuor très fort, on va dire, même si c'était un trio très fort. Il y avait Ponceau qui gérait tout le côté administratif. Il y avait Genesio qui gérait tout l'aspect terrain et Maurice qui gérait l'aspect scouting et l'aspect recrutement. Ce trio fonctionnait super bien et fonctionnait aussi parce qu'il n'était pas du tout exposé. C'était Aulas qui prenait toute la lumière, Aulas qui faisait paratonnerre quand il y avait des problèmes. Donc, typiquement, Florent Maurice, à l'époque, on l'entendait jamais. Le seul moment où on l'entendait, c'était en conférence de presse quand un joueur était présenté et qu'Aulas lui tournait la tête, lui donnait un petit coup d'épaule, il disait bon, dis-nous 2-3 infos sur le joueur. Et à chaque fois, Florent Maurice disait c'est un joueur intéressant, il a une qualité, il citait une qualité et c'était fini et tu ne l'entendais plus pendant 3-4 mois. Mais c'était Florent Maurice à l'OL, c'était comme ça.
Ok, ok. Alors, tu as parlé de Bruno Genesio, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressortait quand même pas mal, ce destin qui était, du moins dans les premiers temps, lié entre les deux personnages. Bon, il se trouve que Bruno Genesio eh bien, va signer du côté de Lille. C'est déjà Euh, fait, c'est officiel. c'est Mm. officiel Ouais, c'est officiel. pour la saison prochaine. Bon, il a travaillé aussi avec Bruno Genesio à Rennes, Matisse. Ce, Mm. ce socle fort, comment est-ce que toi, quel regard tu as en tant que suiveur rennais? Est-ce que la structure était la même aussi dans le côté organisationnel, à savoir, on va dire, des hommes forts, voilà, Genesio, Maurice, tu avais sans doute bon, l'actionnaire aussi derrière, mais tu avais peut-être d'autres personnes. Ça a toujours été le problème du Stade Rennais, c'est que moi, depuis que je suis né, j'ai pas connu un directeur sportif, un président qui tapait du poing sur la table quand ça allait pas, et ça, c'est un des problèmes du club, mais c'est un autre sujet. Non, pour revenir à Florian Maurice, avant peut-être d'évoquer le duo avec Genesio, ce qu'a dit Clément en amont à l'Olympique Lyonnais ne m'étonne pas du tout, puisqu'en fait, Florent Maurice, alors tu parles de directeur technique, mais en fait, son réel poste était directeur sportif au Stade Rennais. Alors, je ne sais pas s'il aura des prérogatives un peu plus élargies au gym, mais en tout cas, sa mission à Rennes, je pense, sera grosso modo la même qu'à Nice. Mais en tout cas, c'était donc lui qui incarnait la politique sportive du Stade Rennais, donc de 2020 à 2024. Donc. Et ça a toujours été un homme qui, un peu de l'ombre. Je pense alors dans le vestiaire, c'est souvent ce qu'il se disait. Il n'hésitait pas après les matchs à descendre dans le vestiaire, causer aux joueurs, hein, peu importe, résultat positif, négatif, match nul. Par contre, c'est pas quelqu'un qui aime prendre la lumière devant les médias, c'est très rare. Je pense qu'à côté niçois, il ne faudra pas vous attendre à avoir un directeur sportif très volubile devant les médias, devant les micros. Je pense que c'est son caractère et ce que vient de dire Clément me conforte dans cet avis-là. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est fort dans l'ombre, mais voilà, qui ne prendra pas forcément la lumière, un peu à la Stylolas, qui va attirer, braquer un petit peu les projecteurs sur lui pour protéger l'institution. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ça pour Nice. En tout cas, Rennes, ça n'a pas été le cas. Ensuite, sa relation avec Genesio, bah, c'est un duo, c'est vrai que vous auriez pu retrouver à Nice. Et globalement, à Rennes, voilà, le bilan de Maurice et Genesio et du duo, il est plutôt bon. Même si cette saison est ratée, il y a forcément cette arrivée de Genesio que Maurice cherche, parce qu'il faut savoir que Maurice est arrivé, Stéphane était encore en poste et c'était un petit peu compliqué la cohabitation entre les deux en 2020. C'était Maurice qui va chercher Genesio, puisqu'ils se connaissent très bien à Lyon, ils sont très amis, hein, je ne peux pas dire de bêtises en disant ça. Et ça a bien fonctionné. Genesio qui redresse la saison, Rennes finit sixième. Et puis il y a ces deux fameuses saisons, Rennes finit quatrième avec globalement du beau jeu, même si la saison il y a 2 ans où Terrier se fait les croisés, c'est un petit peu terminé à ce moment-là. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup, moi je trouve, de positifs sur Florent Maurice, parce que c'est vraiment lui qui nous intéresse. Ça a été à Rennes, je trouve, au-delà donc, de ce côté bosseur, de ce côté, moi j'aime bien les hommes discrets, pas forcément qui aiment prendre la lumière, même si peut-être qu'il aurait fallu qu'il le fasse plus, même si à Rennes, il y avait un président aussi pour le faire. Pareil qu'on n'entend pas, soit dit en passant. Mais sur l'aspect sportif, c'est un super gars. Je sais pas, je pense qu'on pourra en parler, mais le recrutement, il y a globalement des bons coups, notamment sur les joueurs offensifs. Maurice, un directeur sportif qui est très à l'aise pour recruter des joueurs très forts techniquement. Je trouve, un directeur sportif qui a un profil idéal pour aller chercher des joueurs fins techniquement, et avec un Franck S qui aime bien, qui peut aimer ça aussi, même si Franck S était plus réputé aussi pour la transition à l'an, je pense que ça peut matcher. Et voilà, le seul bémol que je trouve à Maurice principal, c'est cette incapacité qu'il a eu à trouver des défenseurs centraux capables d'apporter une plus-value au Stade Rennais. Maintenant, les Niçois qui lisent sur Twitter la vie des Rennais, moi je trouve que c'est un petit peu disproportionné et que je pense que quand on prend du recul sur ce qu'a fait Maurice, et à 4 ans globalement à Rennes, c'est globalement du bon boulot. Et moi, je voulais juste pour terminer, globalement, en l'état, avant que Frédéric Massara, qui va être le futur directeur sportif de Rennes, fin avril, même au soir de la dernière journée de Ligue 1, on m'aurait dit tu gardes ou tu préfères garder Maurice ou qu'il s'en aille. Moi, je vous avoue, j'étais d'avis à le garder. J'étais d'avis à le garder, à poursuivre encore avec lui. Maintenant, on a Frédéric Massara qui, je pense, est un bon directeur sportif. C'est un peu plus difficile maintenant d'avoir cet avis-là, mais en l'état, sans savoir ce qui allait se passer à Rennes, moi, j'aurais gardé Maurice. Voilà.
Alors, Je suis assez d'accord avec toi sur un petit point encore une fois, pour montrer qu'il y a une proximité entre le Maurice de Rennes et le Maurice de Lyon. À Lyon aussi, on a eu des gros problèmes de défense et on a peiné énormément à trouver une charnière centrale qui vraiment faisait le travail et pouvait être vraiment indiscutable. Et moi, j'élargirais même à la défense en général. Défensivement, il y a eu très peu de très bons coups de la part de Maurice. Les deux meilleurs que je vois, le premier est assez évident, c'est Ferland Mendy, qui est recruté du Havre et qui finit au Real, on connaît tous sa carrière. Le deuxième qui vraiment, on va dire, a porté tous ses fruits et a vraiment réussi à, entre guillemets, être à peu près bon du peu qu'on l'ait vu, c'est Nicolas Nkoulou qui signe libre de l'OM, qui est déjà un joueur confirmé. Mais c'est vrai que là où il est capable de sortir des très bons coups, notamment au milieu et dans l'axe du terrain, tout ce qui est le secteur défensif, c'est encore difficile. Est-ce que c'est parce que c'est un attaquant et que c'était pas un défenseur quand il était joueur? Ça peut jouer, j'en ai aucune idée. Mais voilà, il y a aussi ce petit point-là. ouais, effectivement. Alors, tu parlais de la dernière saison rennaise, Mathis. Bon, forcément, en annonçant l'émission, il y a eu des réactions, beaucoup de commentaires assez négatifs, je trouvais, sur Florent Ouais, Maurice, mais qui, c'est qui, qui, extrémiste un peu. ouais, mais qui faisait un petit, surtout qui rappelait la dernière saison. Alors, on n'est pas là en train de parler uniquement de la dernière saison, hein, bien sûr, il faut parler du condensé de ces 4 saisons à la tête du projet sportif rennais. Mais concrètement, qu'est-ce qui a coincé selon toi enfin, on va dire sur le recrutement de cette saison du côté du Stade Rennais? Ce qui a coincé, bah, c'est un peu ce qu'on a dit. Alors, moi, il y a deux choses. La première, c'est la défense. Et il y a malheureusement un choix, mais c'est encore pareil. Finalement, je parlais du duo Genesio-Maurice. Les supporters rennais, pas tous, hein, on va pas englober tout le monde, mais sur Twitter, en tout cas, il y a une large propension de fans à mettre tout sur le dos de Maurice. Mais il faut pas oublier qu'il y avait Genesio en début de saison qui a validé les choix aussi. Je veux dire, Maurice, il a pas fait son équipe tout seul comme un grand en laissant Genesio de côté. Ça a été un duo. Et il faut pas oublier que Genesio a eu son mot à dire sur le recrutement, notamment sur le cas justement de la défense centrale. Ou alors après, Maurice a proposé des noms et Genesio n'en a pas voulu. Alors après, est-ce que les noms que Maurice proposait, c'était bidon et que dans ce cas-là, oui, il faut vraiment s'inquiéter parce que ça veut dire qu'il n'est pas capable de trouver des défenseurs capables de satisfaire son entraîneur. Ça peut être aussi une info. Mais la deuxième chose, moi, que j'ai pas compris dans le recrutement, c'est la vente de Doku qui n'a jamais été remplacée. Enfin, on a vendu un joueur 65 millions d'euros, si je suis pas très bon sur les chiffres de mémoire, mais je crois que c'est à peu près ça, à Manchester City. Et à la place, tu vas chercher Ludovic Blas. Enfin, je suis désolé, Ludovic Blas, pour un club comme Rennes, qui à l'époque, il faut se souvenir de l'envergure que commençait à prendre Rennes, Ludovic Blas, ça devait être remplaçant à Rennes, un mec qui rentre pour les 30 dernières minutes. Par contre, il faut aller chercher un vrai titulaire. Malheureusement, ça a été une des grosses erreurs du Stade Rennais parce qu'on a beaucoup vu cette saison un Stade Rennais naviguer devant la surface mais qui manquait cruellement de folie et tout a reposé sur Désiré Doué, 18 ans, qui était le seul capable de dribbler, de faire des différences. Ça manquait cruellement et donc ça m'en vient à un troisième reproche que Maurice a fait, mais encore pareil, c'est le contexte rennais, c'est la famille Pinot qui tend à le demander, c'est que Maurice a trop fait confiance peut-être au centre de formation. On sait que Stade Rennais a un très gros centre de formation, sans doute le meilleur de France avec Lyon. Et malheureusement, bah voilà, Rennes en a payé les fruits, on n'a pas payé les fruits justement, on a payé les pots cassés plus tôt même. Et ça s'est retourné contre eux, mais je pense que Maurice a une consigne d'en haut, la famille Pinot veut des retours sur investissement. Certes, le Stade Rennais est devenu autonome financièrement, la famille Pinot a mis au pot au début quand elle a arraché le club. Maintenant, le club s'autosuffit. Mais Pinot demande quand même que le centre de formation soit valorisé. Donc, malheureusement, je pense que Maurice a été obligé aussi de lancer des jeunes, alors qu'il aurait fallu par moment avoir des joueurs plus confirmés. C'est mon opinion. Et je pense que c'est malheureusement un petit peu ce qui est dans la tendance de Stade Rennais quand on voit les choix qui ont été pris. Donc, c'est les 3 points pour les résumer. Peut-être trop de confiance dans le centre de formation, une incapacité à trouver des défenseurs centraux, notamment parce qu'à Rennes, le problème des latéraux n'a jamais été le cas. On avait Traoré, on avait Truffert, donc c'était pas vraiment le souci. Donc, une défense centrale compliquée. Et enfin, Jérémy Doku qui n'a pas été remplacé la saison dernière. Ouais, là-dessus, j'ai vu pas mal j'ai vu 2-3 messages dans le chat qui disaient que aucun DS ne fait pas d'erreur. Et c'est vrai. Exactement. C'est vrai qu'il y a toujours des erreurs. Maintenant, je suis totalement d'accord avec tes 3 points. C'est-à-dire qu'à Lyon, il y a eu les mêmes problèmes. C'est-à-dire une accumulation de joueurs d'axe. Je pense à un moment où l'Olympique Lyonnais n'avait comme seul véritable allié que Mathieu Valbuena. Le reste du temps, on avait Maxwell Cornet qui était formé en pointe, qui jouait sur un côté. Pareil pour Bertrand Traoré, qu'on a surtout vu en pointe à l'Ajax quand on le recrute et qui vient à Lyon pour jouer sur l'aile.
Même chose pour Memphis, qui au final s'est retrouvé à être un joueur d'axe et qui finalement, à Lyon, jouait côté gauche. Il y a eu cette accumulation de joueurs centraux qui n'ont pas apporté vraiment l'impact sur l'aile que l'OL aurait dû avoir. Et ça, c'est une récurrente qui, à mon avis, ne peut pas faire croire que c'est conjoncturel ou que c'est le choix du coach ou que c'est que si, que c'est, je sais pas trop. Je pense qu'il y a vraiment un petit point là-dessus. Alors, il peut encore une fois s'améliorer. Ça reste une personne qui est humaine comme tout le monde et qui peut faire des erreurs. Mais je crois que Florent Maurice a quand même 2-3 points où il peut encore s'améliorer, où il peut peut-être être mieux encadré. Je ne sais pas quelle est la taille de la cellule de recrutement à Rennes. Mais pour revenir sur Lyon aussi, parce que c'est ce que je connais, Maurice, il ne faut pas oublier que la période où il est à Lyon, c'est une cellule de recrutement qui est plus petite que celle que Strasbourg. C'est à peine 4 personnes à plein temps. Maurice, à ce moment-là, avait le temps et l'envie, l'énergie d'aller voir des matchs tous les jours. Mais il ne peut pas abattre le travail d'une 10 ou quinzaine de recruteurs qui doivent faire le travail pour un club qui veut être européen, comme le veut Nice, comme le veut Rennes, comme le veut Lyon. Il faut mettre les moyens, y compris sur une véritable cellule de recrutement. Alors justement, par rapport à la cellule de recrutement, une question de Bertigno qui vous demande, alors si vous savez bien sûr, est-ce qu'il s'appuie beaucoup sur sa cellule de recrutement? Dans votre discours, on dirait que c'est un décideur presque solitaire. Oui, alors je vais parler pour Lyon. Lyon, c'était difficile de s'appuyer, entre guillemets, de ne pas être le décideur, dans le sens où il était presque tout seul. Maurice, faut pas oublier que vraiment, je le redis, quand il est à Lyon, il y a quatre recruteurs à Lyon quand il est là. Il y a 4 mecs et il y a Michel Rouquette qui a 70 piges passées et qui a l'OL depuis 30 ans. Il y a il y a Patrice Girard qui est un très bon recruteur, qui aujourd'hui est directeur de la cellule à Angers. Donc après, voilà, il n'a pas toujours tout décidé tout seul, mais il était directeur de la cellule. Donc peu importe les rapports qu'il y avait, que ce soit des autres recruteurs, c'était lui qui était le numéro 1 et qui, entre guillemets, chapeautait la chose. Donc oui, c'était lui qui prenait la décision in fine. Donc c'est lui qui décidait, c'était lui qui prenait la vie, dans une cellule qui était vraiment très affaiblie, parce que l'OL, à ce moment-là, avait, au contraire d'une cellule de recrutement professionnelle où il y avait 3 ou 4 recruteurs, avait une cellule de recrutement pour le centre de formation, où là, tu avais, je crois que c'était entre 15 et 20 recruteurs, qui étaient pour les 3 quarts uniquement sur la région lyonnaise et un peu sur la région parisienne. Donc en fait, Lyon avait un maillage gigantesque, et l'idée initiale de la cellule de recrutement 2014, quand Maurice arrive, c'est on est dans un mode ultra low cost, parce qu'on doit payer le stade. On a un centre de formation qui marche super bien, parce que c'était les périodes où on sortait des Lacazette, des Tolisso, des Jordan Ferry, des Grenier, Grenier c'était un peu plus tôt, mais on était vraiment dans une période très faste du centre de formation, et le recrutement était vu comme pas une priorité, dans le sens où le recrutement devait uniquement combler les manques que ne t'apportait pas le centre. Donc c'était vraiment une philosophie de recrutement qui était tellement particulière que Florent Maurice, là-dedans, il y a des bons coups, mais par contre, les mauvais coups, en revanche, très rapidement, on les sent venir. Alors, je me permets parce que tu parles des mauvais coups. J'ai regardé par curiosité tous les mouvements, je me suis frappé tous, enfin, les mouvements de l'Olympique Lyonnais depuis la saison 2014-2015. Comment vous dire que autant les départs, il y a des belles ventes, des très belles ventes, mais bon, on sent qu'effectivement, c'est low cost quoi. Il C'est. faut se dire que sur la période, c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on on se dit l'OL est en plein période où il faut, entre guillemets, faire de l'austérité, où il faut, entre guillemets, équilibrer les comptes. L'OL a quand même dépensé 300 millions pendant sa période, pour seulement 3 années où tu es bénéficiaire, et tu as au final un bénéfice global qui doit être aux alentours des 120 millions sur la période de 6 ans. Pour un club comme Lyon, qui a eu des pépites énormes, qui a eu des très grosses ventes avec des Ferland Mendy, avec également des mecs comme Ndombele, comme Lacazette, etc., c'est pas autant formidable que ça aurait pu l'être. Et il y a eu des très belles ventes, mais je me rappelle quand même ces très belles ventes. À l'époque, on disait ouais, mais on pourrait vendre mieux, on pourrait mieux vendre, ou on pourrait vendre d'autres éléments et garder ces ventes de joueurs très importants, qui sont des grosses valeurs marchandes, pour continuer à avoir une équipe qui tient la route, parce qu'il y a des moments où tu perdais un élément et où tu mettais 3-4 ans à le remplacer décemment. Donc ça, c'était un vrai problème aussi, qui était aussi
lié, et c'est pour ça que je jette pas uniquement la pierre à Maurice là-dessus, qui était aussi lié à la vie et à la santé de l'OL à l'époque. Alors justement par rapport à l'utilisation du centre de formation, c'est un sujet qui est très très intéressant. On va dire que c'était conjoncturel, du moins si je lis entre les lignes, lié au fait qu'effectivement il y avait un remboursement du stade, etc. Mathis, du côté de Rennes, c'était comment l'utilisation du centre de formation? Parce que autant Rennes que Lyon, alors ça va lui faire bizarre, je pense, d'arriver à Nice, quoique on est, on est sur, on va dire, un certain nombre de Ouais, il y a joueurs quelques bons qui. jeunes à Nice Ben, qui arrivent là. ça fait quelques temps que je pense qu'on n'a pas eu un vivier de joueurs Buonani, qui. Mendy, tout ça là. Bonani, Mendy, t'as Boudache éventuellement, t'as Daouda Traoré, Comme Orakpo, d'Après. des joueurs, je pense dont on va entendre parler, je l'espère, d'ici peu de temps. Mais on va dire qu'il y a une génération de joueurs, et pour le coup, principalement des joueurs offensifs, qui vont peut-être se montrer. Comment ça se passait du côté de Rennes, du coup? On sait que bon, ça sort quand même pas mal de joueurs aussi. Est-ce que c'était aussi une consigne dans la feuille de route qu'on lui a donnée? Ah, Euh, je pense. ouais. Moi, c'est ce que je disais en fait depuis. Mais c'est ça, alors, par rapport au centre de formation, ça a toujours été à Rennes, notamment depuis que le centre a été refait il y a un peu plus de 20 ans, sous la direction de Patrick Rampillon, qui a vraiment boosté la formation à Rennes, et puis ensuite qui a passé le relais, mais ça s'est toujours bien passé. Et sous la période Maurice, en 4 ans, on a eu. Alors, il a fait des bons débuts, maintenant c'est compliqué, mais il y a eu Warmed Omari. On a eu, alors j'ai un petit doute, Adrien Truffert, si, il est lancé le moment où il arrive en 2020. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu en jeune là, maintenant Désiré Doué, voilà, Guéla Doué, Lorenz Assignon, donc il y a beaucoup de jeunes, voilà. C'est lui qui réalise la vente de Kamavinga. Oui, 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 Kamavinga part à l'été 2020 ou 2021, j'ai un doute. Enfin, sous son mandat, évidemment, ouais, ouais, il part au Real Madrid en 2021, été 2021 au Real Madrid. Donc, euh, donc voilà. Et puis au Il niveau y a du, Bélocian, il y a Hugo Choukou aussi. oui, voilà, là je vois les noms, il y en avait tellement qu'au final les noms, moi je m'y perds. Assignon, Guéla Doué. Il y a eu même un petit peu Jorginho Rutter, même qui est pas resté très longtemps, mais voilà, qui a été vendu aussi à un bon petit prix. Il y a même eu Sacha Boué, voilà, et beaucoup de jeunes qui ont été lancés au Stade Rennais, mais ça c'est une consigne, c'est pas propre à Maurice, ça, c'est vraiment une volonté pareille des Pinots qui aiment bien voir le centre de formation parce qu'ils ont investi de l'argent dedans. Forcément, c'est pareil, ils veulent directement un retour sur investissement et vraiment ça se passe bien. Maurice, je pense, ça fallait faciliter ça, pardon, parce qu'à Lyon, il avait déjà cette fibre. À Rennes, c'est naturel aussi, puisqu'à Rennes, il y a cette fibre-là. Et en plus, on avait un Bruno Genesio qui adore lancer les jeunes. Donc à Nice, je pense que Franck Hez, qui a été formateur très longtemps à Rennes, pardon, et Florian Maurice, qui a connu Lyon et qui a baigné aussi dans la formation avec Rennes indirectement, je pense qu'à Nice, il faut s'attendre à ce que les jeunes aient leur chance. Ouais, ouais. Et en même temps, à Lens, bon après, est-ce qu'il n'y a pas forcément une génération dorée, mais Entraîneur de la réserve aussi. il n'a pas, il a Hez. pas, il a pas tant utilisé de jeunes que ça à Lens quand tu regardes un peu sur ces 4 années. Non, Je sais pas, non, il y a El Ainaoui, Chichou. je suis pas sûr que Pardon. le joueur que tu viens de Ah citer, non, il est formé à Nancy, ouais, pardon. c'est l'ancien. Je m'étais trompé aussi, hein, je me rappelle bien. Non, et t'as raison, ouais, c'est vrai que Lens, ils n'ont pas sorti grand monde. Donc bon, Après, c'est peut-être plus un problème structurel de leur centre de formation et pas une volonté de Franck S. Peut-être justement que Franck S sent qu'il n'y a pas de jeunes au niveau aussi. Faut pas spécialiste là-dessus, sur Lens, mais peut-être aussi. Hein. c'est possible. Alors, vous avez parlé. Bon, alors, on va voir un peu. Je pense que l'un de vous a parlé d'autosuffisance. C'est un terme qui avait été sorti il y a quelques mois par notre directeur général Fabrice Boquet, dans l'optique, je pense, voilà, de développer un modèle économique un peu plus vertueux, plutôt que voir un investisseur qui comble un peu les Mm. déficits et vient passer, on va dire, des pansements sur les plaies, avec surtout l'utilisation du centre de formation qui, je pense, en termes économiques, est quand même un levier à utiliser. Donc ça, on va dire, ça va être intéressant de voir. Enfin, j'attends beaucoup, moi, Florian Maurice là-dessus, par rapport à son parcours et par rapport, on va dire, aux deux clubs qu'il a pu fréquenter, à savoir quelle place donnera-t-il aux jeunes avec Franck Hez. Mais alors par contre, ce sur quoi, bon, au-delà du fait que la défense apparemment c'est pas trop sa came, hein, c'est pas comme si Todibo serait parti pour quitter le club cet été, hein, bon,
on a quand même un petit chantier, hein. Je pense, enfin, là, je pense aux supporters niçois qui écoutent et qui vont écouter le numéro. Calmez-vous, ça va aller, hein. Tout va bien se passer. Mais concrètement, dans la communication, je reviens à ce que vous disiez par rapport aux médias. Euh, donc en fait, c'est très peu. Je veux dire, il va pas, il va s'occuper de, on va dire, de présenter les recrues, mais sinon, ça va pas plus loin. Bah, c'est pas quelqu'un, en tout cas à Rennes, ça n'a jamais été quelqu'un qui a appelé les médias à dire j'ai un truc à vous dire, quoi. En tout cas, à Rennes, ça a été très rarement ça. La seule fois vraiment qu'il l'a fait, c'était la saison dernière quand on finit quatrième la dernière journée en allant gagner à Brest en profitant d'un nul incompréhensible de Lille à 3. Et il avait convoqué justement la presse pour faire un bilan. D'ailleurs, ça lui a joué des tours parce que cette saison, les Rennais râlent parce que là, ils disent ah bah là, on n'est pas européen, il n'y a pas de bilan de Maurice. Mais voilà, en tout cas, toujours est-il que c'est très rare que Maurice vienne, appelle la presse et vienne leur dire écoutez, conférence de presse, j'ai un truc à vous dire. C'est pas son style. En tout cas, pas à Rennes. En tout cas, bon, je sais pas si cette pensée est partagée par les supporters niçois, mais moi j'espérais que le nouveau directeur sportif du club soit quelqu'un qui prenne un peu plus d'épaisseur et qui intervienne sur des sujets et qui, par moment, en fait, quelque part, attire l'attention pour venir, on va dire, débunker des situations un peu litigieuses et qu'on ait peut-être une communication un peu plus claire. Mais bon, peut-être qu'on aura un peu plus de Jean-Pierre River, qui sait. Mais bon. Après, il n'est pas exclu non plus, si je peux me permettre, qu'il progresse. Il a le droit de progresser, Maurice, hein, dans son poste de directeur sportif. Alors, il a été à Lyon, il a été à Rennes, comme un joueur de foot. Hein, il peut progresser, il peut bosser sa communication, il peut peut-être se dire, bah tiens, à Rennes, j'ai peut-être pas assez tapé du poing sur la table, alors je me suis pas assez exprimé devant les médias quand ça n'allait pas. Peut-être que, et je pense que c'est un homme intelligent, il est capable de se remettre en question, donc c'est pas exclu non plus qu'il change, alors peut-être pas drastiquement une fois qu'il sera logé C10, mais il n'est pas impossible, faut pas désespérer du fait qu'il prenne un peu plus la lumière, qu'il se rende compte que son poste l'exige et que le club pour lequel il est employé en aurait besoin. Pas non plus partir défaitiste à ce point-là, je pense. Je Euh, suis d'accord, ouais. ouais. Du coup, il y a une question. Pour moi, Jean-Pierre River est déjà un as dans la communication. Je préfère un DS qui s'occupe exclusivement du sportif. Mais moi, ça me va, hein. Jean-Pierre River en communicant, qui vient un peu plus souvent peut-être devant les caméras pour venir nous apporter un peu... Bah, après, encore une fois, enfin, le truc, c'est que on a toujours ce mauvais truc de se dire on a besoin d'un communicant. Les très très grands clubs, si tout roule bien et que tout va bien, t'as pas besoin de communiquer. Tu fais ton truc et tu roules de ton côté et tout se passe bien. Il y a un moment où si les faits, les gestes, les actes suivent et que les résultats suivent, on se plaindra absolument pas de pas entendre Maurice si jamais l'équipe elle peut gagner tous les week-ends, tu vois. Donc c'est encore une fois, ça dépend de comment ça tournera. Aussi bien on n'entendra jamais Maurice et ce sera très bien, aussi bien il parlera beaucoup trop et peut-être ce sera mauvais. Ça dépendra un peu de la situation aussi sportive. Le sportif dicte tout dans un club de football, y compris la communication. Après, est-ce que c'est vraiment un manque de communication à Nice ou un manque de clarté? Je pense que c'est peut-être un peu litigieux, mais c'est sans doute peut-être un manque de clarté lié à l'investisseur. Question de Matt qui nous dit, lorsqu'il y a, on va dire, un process de recrutement, c'est vrai que nous, avec Ghisolfi, c'était assez discret, même vraiment particulièrement, enfin c'était vraiment sa marque de fabrique, hein, le fameux sous-marin Ghisolfi. Est-ce que c'est un peu on va dire la même idée, Florent Maurice, est-ce que lorsqu'il y a des recrues, il n'y a pas de rumeurs, c'est le calme plat? Est-ce qu'il y a des rumeurs, on va dire, incitantes qui sont lancées sur des joueurs qui ne signent pas pour brouiller un peu les pistes? Enfin, voilà, comment est-ce que vous estimez ça Qui commence? Ouais, je sais pas. Bah moi alors de l'époque OL, c'était très très particulier puisque à l'époque déjà tu avais peu de recrutement. Les premières années vraiment de l'époque Maurice 2014, etc. Tu avais beaucoup de joueurs libres parce que tu n'avais pas forcément les finances, etc. Donc tu avais peu de rumeurs. Moi je me rappelle surtout des périodes 2016-2017 où là tu avais beaucoup de noms qui sortaient. Tu avais très souvent, c'était un peu un rituel à Lyon en début d'année, enfin début de mercato. Tu avais quel chantier pour l'OL et très souvent, bah, en fait, tu savais quel poste fallait renforcer et très souvent, tu avais une liste de 2-3 noms qui étaient sortis et
c'était dit dans l'article de l'équipe ou de je sais pas quel média le sortait, que ces noms-là, ils avaient été cochés par la cellule de recrutement. Maintenant, il y a des milliers de contre-exemples, et je me rappelle, je crois que c'était les années 2017 ou 2018, où il y avait la communauté lyonnaise, il y avait quelqu'un de la communauté lyonnaise qui avait fait un Google Doc ou un Google Excel qui genre faisait 3 ou 4 pages, et tu avais une centaine de noms, de blases, de personnes qui avaient été citées avec l'OL, et 3 quarts n'avaient pas signé, évidemment. Mais ouais, à Lyon, tu avais quelques noms qui sortaient, pas énormément, mais tu en avais quand même pas mal, ouais. Du côté de Rennes, Mathis? Alors Rennes, c'est un peu compliqué parce que le club s'était longtemps brouillé avec West France, donc le média local, donc c'était compliqué pour West France d'avoir des infos. Alors qu'à Lyon, les relations avec la presse, ils étaient parfaits. Eh ben non, mais ça date pas forcément de Maurice, les relations OF, enfin West France Stade Rennais, mais maintenant, alors pour le sous-marin, je sais pas s'il y a des Rennais qui écoutent la vidéo, j'ai pas souvenir d'un joueur qui a été recruté et on s'est dit wow purée, si jamais son nom n'est jamais sorti. Globalement, les recrues, on les voyait venir dans le sens où 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même des fois 1 mois, le temps que les discussions se fassent, on savait que Real était sur tel joueur. Et petit à petit, un autre article, une brève qui disait les discussions avancent bien. 1 semaine après, machin va signer. Le lendemain, c'est officiel. Moi, à Rennes, j'ai pas souvenir d'un processus de recrutement en sous-marin, ou alors il faudrait me rafraîchir la mémoire. J'ai pas souvenir. Voilà. Donc, non, après, sur le débat sous-marin, c'était quoi l'autre question? Pardon, excusez-moi. Il y avait une deuxième. Non, c'était Non? simplement, on va dire, Ouais. la méthode, on va Non? dire, d'annonce, de, Non, ouais, de globalement, voilà, c'est communication. par rapport à ça. Je pensais Donc, qu'il y avait un deuxième axe, mais non. Ouais, globalement, non, pas trop de sous-marins. Ouais. format plutôt classique, retour Classique, ouais. à la normale. Il y avait une question de Anto, là, qui questionne sur le réseau utilisé par Florent Maurice dans, on va dire, des championnats spécifiquement, peut-être qui ont été un peu plus utilisés. Florian Maurice à Lyon, il était reconnu dans ses premières années dans ses premières années jusqu'à, on va dire, assez tard, pour voir énormément de matchs et toujours en déplacement. Toujours. C'est-à-dire que Maurice, 2014, 2015, 2016, ça va avoir des 300 matchs par an. Voilà, c'est quelqu'un qui était toujours quelque part. Même les Lyonnais s'en amusaient un peu et le club en rigolait un peu. Je ne sais plus c'est quel joueur où l'OL avait volontairement fait dire ou fait refuiter, je ne sais plus, que le joueur avait été scouté dans un tournoi U18 à Sassuolo. Enfin, tu vois, des vannes de ce style-là, parce que Maurice scrutait énormément, notamment les championnats annexes européens. Il y avait du côté de l'Olympique Lyonnais aussi beaucoup d'intérêt des championnats de seconde zone. On a beaucoup recruté, je me rappelle, il y avait des tickets qu'on avait pris avec en Eredivisie, des Kenny Tété, des Bertrand Traoré, Marcelo qu'on va chercher de Turquie. Voilà, ce genre de championnat entre guillemets secondaire qui était, on va dire, dont l'OL était assez friand. Valbuena qu'on va chercher en Russie à l'époque, au Dynamo Moscou. Et évidemment, parce que c'était aussi un peu l'ADN de l'OL, des joueurs qui n'étaient pas des titulaires, mais qui étaient des seconds couteaux dans des grands clubs. Je pense à Raphaël qu'on va chercher à United, pareil pour Memphis Depay. Voilà, pareil quand on parlait des championnats secondaires, on avait en 2016, je crois, oui, parce qu'il fait la campagne 16-17. On avait été chercher un Maciej Ribus qui était un arrière-gauche, piston gauche, qui jouait à Terek Grozny en championnat russe. On va chercher Mamana qui était à River Plate. Donc ouais, voilà, c'était un peu une culture de ces championnats secondaires, de ces championnats un peu moins connus. Et l'OL après, mais parce que c'était aussi son réseau, et ça là-dessus, il y avait beaucoup de grands talents, Michel Rouquette, Patrice Girard, qui faisait énormément là-dessus, de recrutement de basse division française. Edmond Bellé qu'on va chercher à Amiens, Ferland Mendy qu'on va chercher au Havre, Touzard qu'on va chercher à Valenciennes. Donc voilà, c'était un peu ce mix-là de basse division française, deuxième, troisième division, et beaucoup de championnats exotiques et étrangers. Mathis? Alors à Rennes, c'est beaucoup plus spécifique. Moi, de ce que j'ai vu de Maurice, de ses pistes, c'est quelqu'un qui connaît très bien la Ligue 1, puisque beaucoup de ses recrues sont estampillés Ligue 1. On peut dire Martin Terrier, Kalimundo, Amine Gouiri, Matouz Niwa, Enzo Lefebvre, Ludovic Blas, Naïef Aguerd, excusez-moi, à Dijon, Steve Mandanda, Gauthier Gallon.
énormément de recrues en Ligue 1, très peu de recrues hors Ligue 1 qui me viennent à l'esprit. Et les seuls qui ont été hors Ligue 1, qui ont vraiment été des réussites, il y a aussi Birger Meling aussi avec le Nîmes pour la Ligue 1. Mais hors Ligue 1, on a eu Jérémy Doku acheté à Anderlecht, Lovro Mayer au Dynamo Zagreb. J'ai Santa Maria, alors qui était connu, mais qui avait été acheté en Allemagne. Mais voilà, globalement, ça a été beaucoup axé sur la Ligue 1. Je ne sais pas si c'était une consigne du Stade Rennais, si ça a été un revirement dans son approche du recrutement. Et par exemple, en Amérique du Sud, Rennes a été inexistant. Rennes n'a été chercher aucun joueur de manière générale en Amérique. En Afrique, bon, c'est un peu plus compliqué évidemment, mais il n'y a pas eu de recrues. Non, ça a été globalement très Europe de l'Ouest, hein, mais majoritairement Ligue 1, quoi. Un gros réseau Ligue 1, donc je ne sais pas si à Nice il va le développer, peut-être pour aller plus en Amérique du Sud, mais en tout cas beaucoup Ligue 1. Ouais. Ouais, ça pour le coup, on verra. Si vous deviez donner une note, on aime bien les notes dans cette émission, et quelque part, ça permet aussi de positionner, on va dire, votre tendance et de développer. Une note sur 10, Clément, sur, on va dire, les accomplissements de Florian Maurice à Lyon. Parce que, bon, clairement, je le répète, mais tu as certaines arrivées qui font un peu froid dans le dos. Je te cache pas. Malgré tout, il y a quand même des plus-values. Je vois par exemple Mariano Diaz, Ferland Mendy. Voilà, c'est des joueurs aussi qui ont été revendus. Moussa Dembélé, Tanguy Ndombélé. Il y a quand même pas mal de plus-values. Mais voilà, il y a on va dire des erreurs de casting. Bruno Guimaraes aussi en plus-value. Bruno Guimaraes, c'est Juninho. Il y a aussi cette fin de passage, on n'a pas trop développé dessus. Mais en fait, ça a été aussi un problème, justement, la fin de passage. Il y a tout le dernier mercato de l'Olympique Lyonnais, le mercato de 19-20. Certes, l'OL réussit quand même à récupérer 160 millions parce que tu as la vente de Ndombele qui est la plus grosse vente de l'histoire du club, Ferland Mendy et Lucas Touzard. Mais tu dépenses quand même 126 millions pour Jeffrey Adelaide qui aujourd'hui est à Molenbeek en D2 belge. Joachim Andersen que tu as réussi à revendre à peu près avec quand même des pertes, mais voilà. Thiago Mendes que tu as vendu pour, je crois, 500 000 euros à peine au Qatar. Bruno Guimaraes, bon, tu as une belle revente là-dessus, pas de problème. Tino Kaleure qui vient de partir pour 0 euros à Nantes. Youssouf Koné, MDR. Jean Lucas qui est reparti à Monaco et qui aujourd'hui est reparti au Brésil. Donc en fait, si je dois donner une note à Florent Maurice, honnêtement, je dirais elle est 4,5 sur 10. Parce que tu as quand même des bons coups, parce que tu as des belles reventes, mais l'OL a raté un coche gigantesque et l'OL aurait dû, pendant cette période-là, avec une vraie politique sportive, parce que tu avais des revenus réguliers qui venaient du stade, les premiers revenus du stade, même si tu n'avais pas beaucoup d'argent, tu aurais dû avoir une politique sportive beaucoup plus prononcée, une meilleure cohérence. Alors, c'est pas uniquement du fait de Maurice, on est d'accord, il y a aussi l'entraîneur, il y a aussi la direction derrière. Mais on a perdu du temps, en fait, avec Florent Maurice, qui a assumé un rôle de directeur sportif qu'on ne lui a jamais donné. Et en 2019, quand Juni arrive pour être directeur sportif, il y a énormément de bisbilles parce que chacun veut faire ses deals. Maurice veut faire les pistes qu'il connaît, les Adélaïde, les Djibril Sow au milieu de terrain, les Youssouf Koné, etc. Alors que Juninho, lui, veut jouer avec son réseau, avec le Brésil, il veut les mecs qu'il connaît. Et donc, ça a vraiment foutu le bordel et ça a plus desservi le club qu'autre chose. Donc, moi, je vais être tout à fait honnête, je pense qu'aujourd'hui, Maurice, on n'en garde pas un excellent souvenir. Alors, il y a des bons deals, mais la majeure partie on reste quand même sur notre fin. Alors, avant que tu donnes ta note, Mathis, il y a une question sur les coachs avec qui il a pu évoluer. On va commencer par Lyon. Parce qu'on parle beaucoup de Lyon, Bruno Genesio, mais il y a eu pas mal de passages aussi. À Lyon, il l'a connu. Alors, il a connu pendant 6 mois. Comment il s'appelait? Le DTN de la Ligue aujourd'hui. Hubert Fournier. Hubert Fournier, ouais. Non, il l'a connu. C'est 2000. Non, il l'a connu pendant 1 an et demi. 1 an et demi, Hubert Fournier. Attends, j'ai un doute. Est-ce que Hubert Fournier. Non, il l'a connu 6 mois. 6 mois Hubert Fournier. Ensuite, Genesio jusqu'en 2019. Et au final, il aura connu simplement 9 matchs avec Silvinho et une dizaine de matchs avec Rudy Garcia. Mais sinon, c'est quasiment que Genesio qui l'a connu. Ok, 4,5 sur 10 pour Clément. Mathis, ta note et les coachs, même si, en fait, il a fait Stéphane Genesio. Stéphane Genesio. Ok.
Il a bouclé la boucle avec Stéphane là, sur les 6 derniers mois. Moi, je vais être un peu plus élevé dans la note, je vais mettre 6. Après, c'est pareil, le contexte rennais est différent de l'Olympique lyonnais, même si Rennes enfin, être parmi maintenant les meilleurs clubs français, c'est pas encore tout à fait la même exigence qu'à l'Olympique lyonnais. Donc, si on juge du prisme du stade rennais, Florent Maurice mérite plus que la moyenne, donc avec un plus sur 10, parce qu'il a réussi à maintenir le stade rennais quand même, mis à part la saison dernière, et c'est pourquoi il a perdu des points en Coupe d'Europe. 2 top 4, une 6e place accrochée alors que c'était vraiment pas gagné l'année où il arrive, l'année où Genesio prend l'équipe en cours de saison. Des bons coups, j'aime bien, comme je dis, ta propension à aller chercher des joueurs fins techniquement, un Lovro Mayer, Ami Gouiri, Martin Terrier, Axel Lefebvre, voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui sent bien le foot pour aller chercher ce genre de joueurs et c'est plutôt appréciable quand on est supporter de l'équipe qui est dirigée par Florent Maurice. Maintenant, il perd des points sur cette dernière saison où malheureusement, il a peut-être fait preuve d'un petit peu, peut-être qu'il s'est grisé aussi et que voilà, il y a eu des manques dans le recrutement qui sont impardonnables. Après, malheureusement, des ambitions qui étaient rehaussées légitimement au Stade Rennais. Après de 4e place, l'objectif était la Ligue des Champions, ni plus ni moins, et c'est un échec retentissant. Et évidemment que Florent Maurice a un bilan de cet échec, donc ça fait perdre beaucoup de points. Mais si on prend du recul sur ces 4 années passées au Stade Rennais, je trouve que le bilan est quand même assez satisfaisant, donc 6 sur 10 pour moi. Je me permets d'intervenir. Le Pélo de Nice qui dit Lyon du Barfournier, c'était les belles émotions. C'est vrai, et je viens de vérifier, et je me suis trompé, c'est bien 1 an et demi avec Fournier. Donc ça va, il a eu quand même une belle période avec Fournier. Alors pour l'instant, effectivement, il y a un petit sondage là qui a été fait par Anto que je remercie sur, on va dire, votre état votre état de confiance globale. Est-ce que vous êtes heureux à l'arrivée de Florian Maurice, perplexe mais à voir, inquiet, pas d'avis mais confiant, pas d'avis mais inquiet. Voilà. Pour l'instant, le pas d'avis mais confiant l'emporte. Mais bon, ça va être intéressant. Bon, 6 sur 10, 4,5 sur 10, ça fait une moyenne quand même de 5,25. 5,25, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. Correct, quoi. c'est correct. On va attendre de voir. Je vous ai posé la question au début d'émission. Il y a des gens qui ont sans doute dû arriver entre-temps. Mais on va clôturer là-dessus. Votre ressenti global sur le duo avec Franck Hez. Même si ça va être une nouveauté pour eux, bon, il semblerait pas que ce soit des gens qui se connaissent, du moins ils n'ont jamais travaillé ensemble. Non, même à Rennes, Non, c'était il y a quelques années. Rennes, non, Franck Hez était déjà à entraîneur Rennes, mais ça fait longtemps. de Lens. Mais Non, alors, mais ouais, ils sont croisés forcément dans les couloirs, dans bien des sûr. Lens-Rennes. Ils se connaissent bien, aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Oui, Bah, si j'embraye moi sur mon avis, du coup, vas-y. eh ben, moi je suis. C'est ce que je disais en début d'émission, je trouve. Enfin, c'est une bonne chose pour Nice, aussi bien sur le profil de l'entraîneur qui a fait du très bon boulot à Lens. Et ce qui est bon signe pour Nice, c'est qu'après ce qu'a fait Franck Hez, peut-être aurait-il pu vouloir aller un peu plus haut que le Nice, sans manquer de respect à Nice. Et Nice a réussi à attirer ce genre d'entraîneur. C'est aussi peut-être que le projet quand même est séduisant, qu'il y a une continuité. Donc ça, c'est intéressant pour le gym. Donc l'entraîneur, il y a de quoi être confiant. Et puis Florent Maurice, c'est pareil, il passe de Rennes à Nice, d'un club voilà, encore aux ambitions à peu près identiques. Je pense qu'il va remplir ses missions. C'est ce que je disais sur mon tweet pour un petit peu annoncer l'émission. Je pense que Florent Maurice va à minima, alors je ne sais pas s'il va réussir à porter Nice sur le podium, à installer Nice en Ligue des Champions, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il va réussir à maintenir Nice dans ce top 5, top 6. Il va réussir à maintenir Nice dans cet élan européen qui se construit, pareil, dans ce club depuis maintenant presque 10 ans. Nice est un candidat maintenant aux places européennes depuis une dizaine d'années. Et Maurice, je pense, va perpétuer cet élan. Et c'est pour ça que je pense que ces deux arrivées qui sont plutôt optimistes, enfin, qui peuvent rendre, je trouve, les supporters de Nice assez optimistes. Et d'ailleurs, je tiens une précision parce que c'est un duo qu'on aurait pu retrouver à Rennes avec un peu de réussite en fin de saison parce que Florent Maurice, c'était pas forcément acquis qui partait en fin de saison. Il faut savoir que Franck Hez reste très attaché au Stade Rennais. Il y avait un journaliste du France Bleu Armorique qui avait dit que Hez n'aurait pas été contre forcément d'aller au Stade Rennais si Rennes se séparait de Stéphane. Mais bon, c'est une petite anecdote. Maintenant, c'est trop tard, mais voilà, moi je regrette. J'aurais bien aimé avoir ce duo à Rennes. Je pense que ça aurait pu être intéressant. Une autre équipe rouge et noire en cache une autre, hein, Ouais, voilà. vraisemblablement. Non, moi je pense que ça peut être vraiment un duo intéressant, d'autant quand on connaît à peu près la philosophie de jeu de Franck Hez, qui aime beaucoup jouer sur des transitions, mais qui a surtout des velléités dans ce système à 3 derrière, avec 2 joueurs en soutien d'un attaquant de pointe.
ça correspond à ce que Maurice sait faire en termes de recrutement, des joueurs très techniques, qui sont aussi des joueurs capables d'avoir une vraie vitesse et une vraie percussion. Et même si je vais plus loin et que je parle un peu moins de Maurice, l'effectif de Nice, alors je ne veux pas spoiler la très belle émission que tu feras demain sur ce thread, mais je trouve qu'il y a déjà une vraie base, une vraie ossature qui peut se dégager. Si on essaie de calquer rapidement le style Aise à Nice, alors ça ne veut pas dire que le chantier ne sera pas gigantesque, notamment en défense, mais quand je vois l'effectif de Nice avec des joueurs vraiment qui sont capables de jouer à la fois ailier et à la fois numéro 10, des gros attaquants devant, je pense à Terem Moffi, ça peut vraiment, vraiment bien matcher. Et je pense qu'il y a 3-4 postes vraiment prioritaires à recruter à Nice, mais à part ces 3-4 postes-là, il y aura vraiment déjà une ossature qui peut t'amener, on va dire, à avoir déjà quelques certitudes quand Franck Hez prendra les rênes de l'équipe. Et puis, est-ce qu'il a déjà bossé avec un entraîneur qui utilisait ce dispositif-là? Alors là, c'est une colle, les gars, mais j'ai pas le souvenir que À même. Lyon. Pas à Lyon, Bah, en fait, Rennes, peut-être à des moments peut-être bien les spécifiques. premiers matchs sous Stéphane, quand il est revenu, Rennes a joué à 3, mais Ouais. enfin, Ça a c'est duré 3 ou 4 difficile matchs à peine, non? Ouais, un poil plus, mais oui, on est dans ces eaux-là, on était plus sur 7-6, 7-8, pardon, mais dans l'esprit, je suis pas sûr que ça a un impact. Surtout que. Après, Vas-y, on vas-y. dit ça, mais on n'est même pas certain que ça parte dans une défense à 3 à Non, Nice. peut-être pas. Je pense qu'il faut Aussi pas bien, enfermer Franck Hez Hez va nous dans un dire un 4-3-3 ou 4-4-2, et puis voilà. Non, mais je pense que Hez, en plus, est suffisamment bon, à mon avis, pour ne pas qu'on l'enferme dans un système à 3. Après, je ne présage de rien, mais il faut pas non plus se dire c'est à 100% sûr que Nice jouera à 3 derrière. Je pense qu'Hez est quand même capable de jouer dans un autre système. Et puis, il va peut-être s'adapter aux joueurs. Est-ce que Nice, pardon, a une équipe et a des joueurs taillés pour jouer à 3 en l'état? Je sais pas. Honnêtement, il a quand même rarement changé de dispositif lorsqu'il était à Lens. Ça m'étonnerait de le voir à 4 derrière. Après, on verra. Dernière question, après on va clôturer ce numéro. Elle est pour toi, Mathis. Autant on avait vu Franck Hez éventuellement être tenté de récupérer des joueurs de Lens. Est-ce que tu penses que c'est possible que Flo Maurice récupère des joueurs de Rennes pour qu'ils signent à Nice? Moi, je vous avoue, alors, je suis peut-être pas objectif, des joueurs cadres du Stade Rennais qui a Nice, j'aurais du mal à saisir. Allez, Benjamin Même Bourigeaud, tu vois, comme ça, comme ça. Non, Bourigeaud, certainement pas. Enfin, je veux dire, même si Rennes n'est pas européen, je verrais pas trop difficilement, en tout cas, l'intérêt pour un joueur cadre du Stade Rennais de venir à Nice. Je pense que là, si un joueur de Rennes venait à être vendu, un cadre, ce serait pour aller plus haut. Hmm. Et puis en plus, il faut mettre le prix parce que les joueurs cadres de Rennes, ils ont quand même une sacrée valeur marchande. Un Gouiri, c'est à peu près 25-30 millions. Terrier, c'est pareil. Bourigeaud, c'est 15-20 millions. Est-ce que Nice pourrait mettre ces sommes-là? Je ne sais pas. Après, des joueurs un peu plus en dessous, pourquoi pas peut-être un Santa Maria, par exemple. Alors, je dis pas, alors c'est un exemple, je dis pas que Santa Maria serait utile à Nice, mais dans ces profils-là, oui, peut-être là j'y croirais plus. Un Baptiste Santa Maria, en effet. Euh, qui sait qu'on pourrait avoir peut-être un joueur comme Fabien Rieder qui pourrait se relancer, qui est un bon joueur, je pense, qui n'a pas eu sa chance à Rennes. Voilà, peut-être des joueurs sur lesquels Maurice peut aller chercher, parce qu'on a un Santa Maria qui est très bon pour la Ligue 1 et qui ferait largement le taf à Nice, je pense. Après, à voir comment Francaise l'utiliserait, mais c'est un profil qui pourrait coller. Et un Fabien Rieder, un joueur prometteur, que Florent Maurice est allé chercher d'ailleurs. Voilà, un des rares joueurs, tiens, je vais oublier, qui ne viennent pas de la Ligue 1, mais qui, je pense, a du potentiel. Ouais, ça, c'est des joueurs sur lesquels Nice pourrait se pencher, je pense. Bah, moi, je pense qu'il y a un joueur où ce cas-là, il est tout tracé, c'est Christopher Wu, qui a connu les deux. Ouais, c'est vrai. Qui a été à Lens avec Hez et qui derrière est parti à Rennes. C'est vrai. En plus, je crois qu'il va vouloir partir. Hein, surtout que là, la défense centrale, on repart de zéro. Je pense à Warmed Omari, Christopher Wu, Arthur Théâtre, ça va partir. Donc, les deux clubs, oui. que ce soit Rennes ou Nice, vont probablement repartir de quasiment zéro en charnière. À part Ouais, et Dorothée. puis d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'à mon avis, je pense que cet été, il va y avoir vraiment des concurrences sur des joueurs. À mon avis, il faudra s'attendre cet été à voir Rennes, Nice intéressé sur tel joueur. Et peut-être pas que derrière, d'ailleurs. C'est marrant ce que tu dis sur Christopher Wu parce que c'est une rumeur qui a déjà été, on va dire, sortie. On en reparlera demain. Bon, voilà. En tout cas,
un grand merci à tous les deux, les gars. Numéro bien compact qui a duré, on va dire, 1 heure, enregistré un peu plus en live forcément. Euh, Êtes-vous rassurés? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce soir, on en sait un peu plus sur le nouvel homme fort, le deuxième homme fort du projet sportif OGC Nice, Florian Maurice. Donc, un grand merci pour votre présence à vous, les gars. Passez de bons congés hors des pelouses de Ligue 1, même si, bon, dès la semaine prochaine, l'Euro de football commence, donc Ouais. ça va être aussi quelque chose. J'en profite aussi pour rappeler que demain à 18h30, on se retrouve sur cette chaîne pour parler justement Mercato avec l'ami Bertigno qui est là dans le chat ce soir. Voilà, t'as parlé de Christopher Wu, c'est marrant, mais je pense que demain on en parlera Ah, aussi dans cette... excusez-moi, j'ai spoil. Non, mais quelque part, il y a une forme de logique aussi qui s'installe. Oui. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, un grand merci à tous les deux, les gars, pour votre disponibilité, pour la qualité des échanges aussi. Et un grand merci aussi aux personnes présentes sur le chat ce soir. L'émission, elle est disponible, elle sera disponible dès ce soir sur YouTube et sur les plateformes de podcast. On se retrouve demain soir. Et puis une très très bonne soirée à vous, les gars. Salut les gars. Merci beaucoup de l'invitation. Bonne soirée.